la bienvenue à M. Hadjadj. Juste dans chez Touhasseye, donc le thème, donc c'est le cinéma n'est pas à Mazir que par la langue. Donc, un peu le plan, la conférence avec Choukran, donc il y aura une introduction, on va présenter notre intervenant et il y aura un temps de parole, à part de les questions avec le public. D'accord? Donc je vous remercie. Donc la présentation, l'introduction du cinéma Mazir, donc le cinéma Mazir à Kounkazara est né dans les années 90. Il a rapidement gagné la reconnaissance du public, donc avec les concours de guerre, et les institutions. Donc on est dans un festival, et grâce aux qualités esthétiques des premiers films, et bien sûr au talent aussi des réalisateurs. Voilà. Donc M. Hadjadj n'est pas présenté, mais on va s'efforcer qu'il parle. Alors, il est auteur d'une thèse sur l'oralité et l'image, soutenue en 87 à Paris 10, sur la direction d'un grand documentaliste, bien sûr, ethnologue aussi, Jean Rouch. Il a réalisé des films, comme le premier long métrage, on parle du Bouchon, le Bouchon, Machiao et Fadma Soumet. Et bien sûr, le bon d'honneur écrit avec Abdelkader Aloula. C'est Bouzid Khaled. Bouzid Khaled, exactement. Voilà, très bien. Donc il est aussi producteur, donc il a créé une boîte de production avec Azim Dour, Imadou Prod, et Gouralen Machiao Prod. Donc il a produit à Kadel-Qar, c'est tout le premier jour, voilà, le premier jour de la comédie musicale, ici Saha, de Ahmanouzi. Au prix obtenu, mais bien sûr, voilà, alors le prix La Goutte, le film La Goutte, il a eu le prix au Festival d'Amiens. L'autre prix aussi, c'est Femme Taxi à Sidi Blabès, prix spécial du jury à la dernière des cinémas arabes. Il a eu d'autres prix. Voilà, ok, d'accord. Et bien sûr, les 4 prix à Ouaga de Fadma Soumet. Voilà, Ouaga, il y a Ouadagoudou, donc voilà, c'est au Burkina Faso. Et les prix de Machiao, c'est important, c'est le film fondateur. Voilà, il fallait dire, voilà, Nerdo, je ne peux pas tout. Voilà, en 2011, il faut le dire, parce que le cinéma algérien souffre, donc il avait proposé un plan Marshall pour le cinéma algérien. Vous avez la parole, M. Hadjadj. Voilà. Très bien. Azoul Marhaba Issoun, merci d'être là. Pas quelque chose d'exceptionnel à Tizi Ouzou, il y a toujours un public culturel qui fait plaisir. Chaque fois que j'en ai l'occasion, donc c'est toujours avec bonheur que je viens à Tizi Ouzou. Bon, là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la langue, mais franchement, je ne vais pas faire une conférence universitaire ou je vais juste essayer de donner des éléments qui vont nous permettre de débattre autour de cette problématique de la langue au cinéma, de la langue du cinéma, et puis au départ de la langue de manière générale. Il faut rappeler quand même une chose, pour ce qui concerne le cinéma, c'est que le cinéma est apparu dans un premier temps, il n'avait pas eu besoin de langue. En fait, c'est pas qu'il n'avait pas eu besoin, il se trouve qu'il est apparu à un moment où les possibilités techniques ne permettaient pas d'avoir du son, et donc le film était muet. Et ceci a été une très bonne chose pour le cinéma, parce que ça l'a obligé à fabriquer son discours avec les images, ça l'a obligé à exprimer des choses uniquement avec les images. C'est pour cela que la période du cinéma muet est importante, parce que c'est là où les premiers cinéastes, les premiers réalisateurs ont dû apprendre à manipuler l'image de telle manière à ce qu'elle puisse exprimer des choses. Donc le langage cinématographique, la base du langage cinématographique, qui est évidemment basé sur les images, sur la manipulation et l'exploitation des images entre elles, c'est-à-dire en termes de grosseur, en termes d'angle de prise de vue, etc., etc. Tout ceci s'est fait un peu durant le cinéma muet. Et c'était un art qui était universel, puisque tout le monde le comprenait, puisque l'image, c'était de l'action, et l'action, n'importe quel être humain de n'importe quelle région
peut la suivre et peut donc la comprendre et comprendre ce que la combinaison des actions qu'on montre dans l'image exprime. Vers la fin des années 20, donc, est apparu le son et avec lui, évidemment, la parole, la langue, au niveau du cinéma. Très vite, il y a eu beaucoup d'hésitation. Un gars comme Charlie Chaplin a pendant longtemps refusé d'utiliser la langue. Il considérait que la langue n'amenait rien au cinéma, et donc pratiquement il lui a fallu 10 ans. C'est-à-dire, ce n'est que vers la fin des années 20-30 en faisant le film sur Hitler, le dictateur, qu'il s'est mis à la parole. Donc il lui en a fallu du temps. Parce qu'au début, il considérait, et je pense qu'il avait raison, que la langue n'amenait rien au cinéma dans un premier temps. Si quelques-uns d'entre vous ont vu les films muets de l'époque, les cartons qui étaient entre les images, peut-être que pour l'époque, ça avait son utilité, mais quand on les voit maintenant, on se dit, mais à quoi servent ces cartons? Parce que depuis jusqu'à maintenant, l'homme, enfin nous, les spectateurs, a été initié et a pris l'habitude de décoder le langage qui est créé par la combinaison des images elles-mêmes entre elles. Ce qui n'était pas tout à fait le cas au début du siècle précédent, voilà, quand l'image apparaissait et tout. Parce que l'image, c'est pas évident. Elle est évidente pour nous maintenant, mais pas à l'époque. Souvenez-vous, la fameuse image quand les frères Louis Lumière ont montré le train, il y a des gens dans la salle qui ont fui. S'ils croyaient que le train allait sortir de l'image et leur rentrer dedans. Ceci pour dire qu'il faut du temps pour la perception humaine et pour voilà, la machine de perception de l'homme intègre des choses et se familiarise avec, etc. Bien, donc, la parole est apparue au cinéma, s'est ajoutée au film vers la fin des années 20. Et dans un premier temps, effectivement, on dirait que ça n'a rien. Parce que la langue n'ajoutait pas grand-chose en réalité. Et c'est pour ça que Chaplin disait, mais elle n'amène rien. Mais avec le temps, la langue a amené autre chose de plus au cinéma. C'était pas tout simplement pour mettre la parole, pour que l'oreille, elle aussi, puisse jouir du spectacle qu'offrait l'image, mais c'est parce que la parole, progressivement, la langue au cinéma, a commencé à remplir une fonction à elle, particulière. Elle ramenait quelque chose de plus. Et d'où, paradoxalement, alors que le langage avec l'image seulement était universel, puisque le japonais comprenait un film muet, l'australien pareil et tout, quand la langue arrivait, il y avait une langue. Donc il fallait comprendre cette langue. Donc dans un premier temps, on se dit, mais la langue finalement, elle restreint la perception et la lecture d'un film, mais paradoxalement, ce qu'elle ramenait en plus compensait largement, comment dire, la restriction qu'elle a imposée. Donc de nos jours, le problème ne se pose plus au niveau du cinéma, la parole est là. La parole, elle ajoute quoi? Elle ajoute une dimension supplémentaire à l'image. C'est-à-dire que, à travers les dialogues, elle va contribuer à ramener au film la profondeur culturelle de la société qui le produit. C'est-à-dire que si les images qu'on fait, la manière avec laquelle on le fait, sont pareilles chez les Américains, les Japonais, etc., eh bien, il y a une dimension, à chaque fois, qui est particulière à la société qui produit le film. Et parmi elles, la langue en premier lieu. Puisque la langue ne sert pas seulement à communiquer, à dire je vais aller aux toilettes, je veux prendre un café, assis-toi, etc. Au-delà de cela, elle charrie avec elle les profondeurs culturelles d'une société. Parce qu'en fait, dans un film, les dialogues,
ils remplissent une première fonction qui est de faire avancer l'histoire racontée. Hein, de faire avancer l'histoire, son intrigue, etc. Mais ces dialogues, de par ce qu'ils sont, situent l'action dans un contexte culturel spécifique et charrient avec eux des éléments qui permettent aux spectateurs de plonger et de ressentir l'univers culturel du film. C'est-à-dire que l'image est universelle. Okay. Dans l'image déjà, il y a des éléments de la culture, de la société qui produit ce film-là, puisque à travers les décors, à travers les costumes que portent les gens, à travers leur manière de se comporter, de se déplacer, de s'asseoir, de manger, etc., il y a déjà des éléments spécifiques à la culture qui a produit le film. Bien. Mais la parole ajoute autre chose de beaucoup plus important. En fait, son rôle, elle contribue à produire, elle contribue à la production du sens général du film. C'est-à-dire qu'elle n'est pas qu'un simple outil de communication. Elle n'est pas là que pour faire parler les acteurs entre eux et pour faire avancer l'action. Non, c'est que la manière de dire et le choix des mots et la profondeur de la manipulation des mots dans les dialogues amène autre chose. C'est pour cela que dans les films, les dialogues sont extrêmement importants. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle des dialoguistes. C'est pour cela que certains films, on leur enlève le dialogue, ou on fait dire, ou on fait écrire le dialogue par quelqu'un d'autre, ça n'aura plus les mêmes trucs. Je veux dire, les dialogues d'Audiard, par exemple, dans tous les films français, eh bien, ils ne seraient pas ce qu'ils sont s'il n'y avait pas les dialogues d'Audiard. Donc, et les dialogues d'Audiard ne sont pas seulement là pour, comme étant un élément qui s'ajoute, pour faire parler les personnages entre eux, c'est que la verbe, le choix des mots, la combinaison des mots ajoute une dimension supplémentaire, et c'est par cela, par cet aspect-là, que la langue donc ramène une profondeur supplémentaire au cinéma. Alors, de ce point de vue-là, on repose la question de cette intervention qui est est-ce qu'un film n'est amazir que par la langue? Par tout ce que je viens de développer, oui, puisque la langue amène beaucoup de choses. En particulier, une langue comme la langue amazir, qui, pour toutes les raisons qu'il serait long de rappeler ici, a été le dépositaire, a été le moteur conservateur de toute une culture. Parce que la culture amazigh, pour différentes raisons historiques que vous connaissez, c'est qu'à chaque fois, elle a subi, entre guillemets, l'invasion d'une culture d'un occupant quelconque. Et à chaque fois, cet occupant a imposé sa langue. Et donc, au fur et à mesure, malheureusement, la langue amazigh n'était plus écrite. On ne lui a pas permis de développer son écriture, n'intervenait plus dans les choses qui développent une langue, c'est-à-dire voilà, dans l'administration, dans l'enseignement, enfin, etc. Et donc la langue s'est réfugiée dans la parole orale pendant longtemps. Et donc on peut dire que la langue amazigh est extrêmement riche, parce qu'elle a été obligée de jouer le rôle de conservation de toute une culture, pratiquement. Et c'est dans ce sens que la langue amazigh porte en elle, malgré elle, je dirais,
les composantes de toute une culture, Et du coup, quand on veut utiliser cette langue dans un média moderne, qui est le cinéma, par exemple, eh bien, le premier, je dirais pas le premier écueil, mais en général, comment dire, la première erreur, ou bref, on veut utiliser la langue avec toute sa richesse dans le cinéma. Et parfois donc, et on rencontre ça parfois dans certains films en langue amazigh, la langue, au bout d'un moment, est boursouflée. C'est-à-dire, elle dit beaucoup trop de choses qu'elle ne devrait, à tel point que donc elle vient presque concurrencer ce que dit l'image. Or, il faut quand même rappeler que le cinéma, c'est d'abord l'image. En général, on dit qu'on essaye d'exprimer le maximum de choses avec l'image et tout ce que peut permettre le langage de l'image. Et une fois qu'il y a des choses qu'on ne peut malheureusement pas, on utilise le dialogue. C'est-à-dire qu'en réalité, le dialogue ne doit intervenir qu'en dernière instance et ne doit intervenir que pour combler les choses que l'image n'a malheureusement pas pu exprimer. Or, parfois c'est l'inverse. Parfois, il y a un texte qui est riche, qui est dense, et souvent au détriment de l'image. C'est-à-dire, l'image, elle est limite, elle n'est là que comme un support. Bon, ceci, évidemment, on l'a pendant longtemps et souvent vu dans nos télévisions, où l'image en général devient en second, c'est-à-dire que pour toutes les raisons qu'on sait, c'est d'abord le discours qui est important. Le responsable de la télévision, la première chose qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce qui va être dit et tout. Et donc, en général, on écrit le commentaire informationnel, etc., etc. Et puis, on se dit, ah, mais qu'est-ce qu'on va mettre comme image là-dessus? C'est-à-dire, en fait, on a renversé complètement la chose dans ce pays-là. Et ceci est important à dire. Et ceci me permet de rappeler que notre société a toujours eu un problème avec l'image. D'abord, fondamentalement, vous savez qu'il y a un rapport assez complexe entre la religion musulmane et l'image et la représentation visuelle. Pendant longtemps, on disait de manière tout à fait primaire dans l'islam que l'image haram. Pendant longtemps. Moi, je me souviens, d'ailleurs, de mon tout jeune âge, quand j'avais pris mon premier appareil photo, quand j'allais photographier mon grand-père, ils avaient intégré le fait que l'image, c'était pas bien. Alors, il y avait cet aspect par rapport à la religion, mais il y avait aussi le fait que l'image était utilisée par l'occupant contre la société algérienne. D'abord, chez les gens, l'image en général, c'était qu'on te fichait, voilà, tu as fait une connerie, on te fiche, etc. Et puis aussi parce que l'image, de manière générale, tous les films qui se faisaient, etc., étaient, n'étaient pas favorables à la société algérienne. Dans les films, dans les premiers films coloniaux et tout, et bien c'était le colon, qui était mis en valeur, et puis en arrière-plan là-bas, quelque part, on voyait des Algériens en haillons, enfin, etc. Et donc, il y a eu une espèce de rejet de l'image pendant un bon bout de temps, et ceci explique cela. Je veux dire que dans les premières années de l'indépendance, ce n'est donc pas un hasard si on accordait beaucoup d'importance au texte, mais parce que tout simplement, pendant longtemps, ce n'était que le texte qui portait la résistance culturelle en Algérie. Et donc, l'image, on ne la maîtrisait pas suffisamment, et il a fallu du temps pour que progressivement on comprenne que l'image est importante et que donc qu'il fallait renverser la vapeur.
Mais je dirais que même de nos jours encore, on n'a pas complètement renversé cette vapeur-là. Alors, qu'est-ce que c'est donc, on a posé la question de savoir, est-ce qu'un film n'est amazigh que s'il parle la langue amazigh? Je vous dis, d'un certain côté, oui, puisque, puisque avec tout ce que je viens de développer, tout ce que charrie la langue est important. Mais, bien entendu, non, je dirais non. Un film n'est pas amazigh que parce qu'il est parlé en amazigh. Si cela était valable, on prendrait un film japonais et on ferait parler les personnages en amazigh, il deviendrait amazigh. Or non, un film japonais, que tu le fasses en amazigh ou en Ouzbékistan, je sais pas, restera un film japonais. Mais parce que, à l'intérieur de l'image, il y a tout un ensemble de choses qui, évidemment, crient à qui veut bien le voir, je dirais, crient la culture de la société qui a fait le film. Je veux dire, dès qu'on fait un plan dans une région donnée, eh bien, automatiquement, on voit, comme je le disais il y a un instant, la manière avec laquelle les gens sont habillés, la manière avec laquelle ils se comportent, la manière avec laquelle ils se regardent et tout, c'est-à-dire ce qui est dans une culture, en fait, imperceptible, mais qui fait fondamentalement la culture. La manière avec laquelle les gens vivent, la manière avec laquelle les gens font leur anthropologie. C'est important. Et donc, c'est tout cela aussi qui doit habiter un film dans l'image. L'image vous permet d'intégrer toutes ces dimensions-là dans l'image, et pour que, avec langue ou sans langue, tout de suite on voit si un film est d'une culture ou d'une autre. Et les films qui portent profondément leur culture dans l'image, on vous le projette, on vous enlève la langue, et vous direz, ah, tiens, mais ça, c'est un film japonais, ça. Ça, c'est un film, etc. Et parce que le cinéaste s'est soucié de faire habiter l'image avec donc toute la matière visuelle qui permet à cette culture d'exister dans l'image. Et ceci est important. Je dirais, pour répondre à la question, un film amazigh n'est-il amazigh que parce qu'il est parlé en amazigh? Je donnerai une autre, une autre affirmation, c'est que le film amazigh resterait amazigh quelle que soit la langue dans laquelle on l'a doublé. C'est parce que il faut qu'un film, et donc à travers l'image, etc., qu'il soit porteur de tous des éléments. Et c'est là où intervient, tout le travail de réflexion et de création d'une équipe de cinéma. Je veux dire, quand on veut faire un film et voilà, et qu'on veut travailler sur les costumes, on ne veut pas dire, bon, allez, un pantalon, on y va. Non, non, il faut réfléchir d'ailleurs. Ce film, il se déroule quand? Quelle époque? Dans quelle région? Etc. Et on se casse la tête pour aller gratter et voir dans cette région-là comment on porte la veste, comment elle est taillée, dans quel tissu, comment les chaussures, comment on se chausse dans la montagne, dans la plaine. Tout ceci est important pour un cinéaste, pour que l'image qu'il va faire soit la plus vraie possible et la plus représentative possible de la culture dans laquelle il est censé faire dérouler son histoire. Alors, ce sont ces éléments-là qui permettent de dire, qui permettent de considérer le cinéma comme un vecteur de construction des identités et des images de soi. Si on se soucie de cela, eh bien, dans 100 ans,
quand on verra un film amazigh et que la mazirité de maintenant n'existera plus ou existera autrement, eh bien, on verra que les choses qu'on aura vues dans ce film-là, parce qu'au moment où on l'a fait, on a tenu compte de toutes ces choses-là, ce film-là porte, et il rappelle ce que c'est que l'identité amazigh, en dehors de la langue, bien entendu. Hein. Alors, maintenant, d'un film à un autre, comment dire, cette profondeur culturelle, donc, qui peut se trouver dans l'image, varie. Là, je vais, pour être concret et rapidement, et finir là-dessus pour ouvrir le débat, je prendrai l'exemple des films que j'ai faits. Je prends l'exemple de Meshahu et l'exemple de Fahd Mansour. Meshahu permettait plus de possibilités pour travailler les dialogues du point de vue de cette richesse de la langue. Parce que l'histoire et son contexte le permettaient. C'est une histoire simple, qui en plus est dans le vécu basique des gens, et donc ça me permettait, à moi et à l'époque surtout à Ahmed Oumaziz, le poète, de d'écrire des textes dans un film simple, mais des textes qui évidemment s'articulent tellement bien qu'on ça nous paraît naturel, mais je vous garantis que ça n'a pas été facile d'écrire ces dialogues-là. Parce que comment faire des dialogues qui soient porteurs de la lourdeur culturelle d'une région, et en même temps que ça reste des dialogues de film. Donc c'est du travail. Et ce travail était encore plus complexe avec Fahd Mansour quand j'ai travaillé avec Ben Mohamed. Pour deux raisons. La première, c'est que autant Meshahu était une histoire simple, autant dans Fahd Mansour, il y avait une dimension qui s'ajoutait, qui est la dimension historique. Et la dimension historique, il y avait des choses dans les dialogues et tout, dont on ne pouvait pas, on n'avait pas une grande variété de mots. Je veux dire, parler de l'armée, il n'y a pas une variété de mots. Parler de l'armée française, parler comment dire, des occupants et tout, c'est la richesse du vocabulaire pour ces choses-là, évidemment, se restreignait. Et donc, on avait moins de latitude pour enrichir le dialogue. Et avec Ben, franchement, ça a été, comment dire, il a fallu du temps, il a fallu du travail, alors d'abord par rapport à cette difficulté, et par rapport à une autre difficulté, qui est la suivante. C'est que Ben Mohamed, le poète, ciseleur du verbe, quand il m'a ramené les premiers dialogues, mais j'ai dit, attends, Ben, mais qu'est-ce que tu me fais là? Je prends tous tes dialogues, c'est un roman. Moi, j'ai besoin de dialogues. Parce que dans les dialogues qu'il a fait, bah, il a, comment dire, il les a investis de toute la dimension littéraire, symbolique et tout. Et évidemment, qui surchargeait. Parce qu'on n'avait pas besoin de tout ça dans ces dialogues-là. Voilà, donc je vous livre ces choses-là, et je préférais qu'on ouvre le débat, parce que sinon je rentrerai dans des considérations qui seraient un peu trop abstraites, qui ne seraient pas utiles. D'accord. Merci beaucoup, M. Hadjat. C'est la question des Bishtar. Après, on va revenir à la public pour avoir une interaction. Donc, ma question à M. Hadjat, c'est qu'il on a dans le cinéma, que le scénario meurt au tournage. Il devient des images. Il reste de vivant que les dialogues. Est-ce que les dialogues ramènent une vie au film amazigh? Alors oui, le scénario ne meurt pas, parce que le scénario n'est pas une œuvre en soi, n'est pas une œuvre achevée, contrairement à un roman.
Un roman, c'est une œuvre achevée. La finalité, c'est un roman, on va le publier. Un scénario, quand on l'écrit, on sait que ce n'est qu'une étape d'un film. Donc, je veux dire, sa mort est inscrite, je dirais, dans ses gènes. Alors, je dirais d'abord que les dialogues qui sont dans le scénario, et les réalisateurs qui sont là, j'espère, seront du même avis que moi, c'est que ne sont jamais exactement les mêmes qu'on retrouve dans le film. Sauf s'il s'agit évidemment d'une œuvre à la base basée sur le dialogue. C'est-à-dire, demain, j'adapte une pièce de théâtre, je vais être obligé de respecter les dialogues. Parce que, à la base, ces dialogues sont l'œuvre théâtrale elle-même. D'accord ? Mon adaptation interviendrait éventuellement sur les décors, je ne sais pas quoi et tout, mais je ne pourrais pas toucher au dialogue parce que c'est l'œuvre elle-même. Mais dans le scénario, les dialogues sont une proposition, comme tous les éléments qui sont dans un scénario. Tous les éléments qui sont dans un scénario sont des propositions au réalisateur. D'accord, hein? Des propositions pour qu'il les transforme en images et qu'il en investisse le film et le langage filmique. Donc, les dialogues eux-mêmes, qui sont dans le scénario, sont, je dirais, sont là une proposition, et puis quand on fera le film, il y a pas mal de paramètres qui interviennent. On peut écrire de très très beaux dialogues, c'est génial. Quand on va sur un plateau, on commence à tourner, on voit que c'est pas possible. Ils sont trop longs, ou ils sont boursouflés, ou ils rentrent pas dans la bouche du comédien, ou le découpage qu'a prévu le réalisateur, ça ne le permet pas. Et ce sont d'ailleurs tous ces éléments-là qui ont fait que, par exemple, aussi bien avec Oumazi sur Meshagou que Ben Mohamed sur Fatma, on a dû revoir les dialogues au fur et à mesure que la perspective de leur transformation en dialogue à l'intérieur d'une image s'approchait. Il y avait des contraintes dont il fallait tenir compte. Merci. Donc, juste une autre question avec l'image. Si on arrive à décrypter une image, donc vous parlez de code, de connotation, de notation. Donc, quand on a un code topologique, c'est-à-dire si on va, un exemple, si on va la Tour Eiffel, on est en France. Si on va le Jura, c'est-à-dire c'est des codes qu'il faut juste arriver à décrypter pour que le film devienne basé. On peut parler aussi des noms et des prénoms, on parle des codes onomastiques, c'est-à-dire le nom aussi, si je donne un exemple, si on trouve des noms qui font Agina et tout, on dit que c'est un film italien. Qu'est-ce que vous pensez de cette culture, c'est-à-dire si on peut vraiment demain enseigner les codes de guerre pour comprendre vraiment c'est quoi un film qui soit basé ou autre. C'est-à-dire peut-être que moi je n'utiliserai pas, parce que tu viens de dire, le mot code. Il me semble que le mot code, on pourrait l'appliquer aussi pour d'autres. Mais oui, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que dans l'image, dans la composante de l'image, effectivement, on montre le Djurdjura au loin, on montre des villages perchés sur des collines, automatiquement c'est la Kabylie, ça va de soi. Je veux dire, quelqu'un qui veut faire une histoire et qui va faire un film il va s'amuser à faire un film uniquement avec des plans serrés, basés uniquement sur les personnages et tout. S'il n'y a que ça, et s'il n'y a pas l'arrière-fond, s'il n'y a pas voilà ce que j'appelle, pour aller vite, cette profondeur culturelle dans l'image, voilà, il va tourner dans un village, même si c'est un village kabyle, mais qu'il s'amuse à travailler vraiment en plan serré et tout, ben, ce film-là, peut-être qu'on le doublerait, je sais pas moi, dans une langue d'Amérique latine, que ça passerait. Hein, parce qu'on va voir des villages un peu, pas très modernes,
de la pierre et tout. Et donc voilà, on peut aller en Ouzbékistan, on peut aller dans des régions où il y a eu... et on risquerait, en mettant la langue là-dessus, que ce film-là ne soit pas marqué, ne soit pas porteur précisément des éléments de la culture où il a été produit. D'accord? C'est pour cela que donc, quand on veut véritablement faire un film qui porte la marque d'un truc, ben c'est à ça que sert le plan large. Ça nous permet de montrer le paysage, au-delà du paysage, de montrer le vécu de la société, les villages, où ils sont, comment ils sont, la structure des villages, les toits, comment ils sont, etc. Et ce sont tous ces éléments-là qui sont évidemment des repères qui permettent de savoir de quelle culture vient ce film-là. Merci. Donc, juste un implique, voilà, c'est un avis à dire à M. Hadjaj Abougalmoua, donc assez à fort peur, dans les festivals à Mazir, comme nous avons dit le film, au long métrage à Mazir, donc, SMIC déposé La Colline oubliée. La note d'intention en 68, ce film se fera comme kabyle. Parce qu'avec une autre langue, est-ce que ce film ne sera pas mazir? Ah, mais je suis entièrement d'accord, bien sûr. Bien sûr. La colline oubliée, oui, il ne peut pas se faire autrement qu'en langue kabyle, parce qu'encore une fois, La colline oubliée, c'est quoi? C'est que c'est un roman qui plonge à l'intérieur de la profondeur de la culture kabyle, précisément en décrivant la vie, le comportement, la manière de marcher, la manière de réagir les uns par rapport aux autres, la manière de, qui est profondément kabyle. Et donc, tu ne peux pas respecter tout cela, et donc dès qu'on le voit, on comprendra, et vu les décors, et vu les lieux qui sont importants dans la colline, puisque on ne pourra pas se permettre de faire tout ça en respectant tout cela, et de lui faire une autre langue. Parce que même si tu le fais dans une autre langue, tu diras, mais attends, mais c'est kabyle ça, mais c'est la Kabylie, c'est comme ça qu'on est kabyle, et tout, et tout. Et donc, oui, il était normal et naturel que la version originale, que la première version, soit en kabyle. Et évidemment, Abdelrahman avait parfaitement raison de patienter plutôt que de subir, d'être obligé de se faire violence et de faire le film dans une autre langue. Merci beaucoup. Donc, fin de savoir dans le public. Il y a juste, il faut être concis, cette interaction avec le public. Je crois qu'il y a des questions à faire. Donc, voilà, on est là, nous aussi. D'accord. Donc, il y a des qui se présentent de Kalimani, moi je vais les faire, ça aide. Donc, Youssef Amran, scénariste et réalisateur. Donc, M. Hadjaj, je vais avec ça à la conférence, si la langue n'est pas un critère pour faire l'identité d'un film. Donc, est-ce que les films, par exemple, tels que L'Opium et le bâton, Le Cri de la pierre, le film de Toufir Fares, Les Orlarois, le film de M. Mohamed Ftissane, donc Les Rameaux du Feu, est-ce qu'on peut les considérer comme des films kabyles? Puisque ce sont des films qui ont été faits dès les années 70. Quels sont les critères pour faire l'identité d'un film? Si ce n'est pas la langue, quels sont les autres critères? Par exemple, nous connaissons l'identité et le film d'expression nazir, le film algérien d'expression nazir. Quels sont les critères si ce n'est pas la langue? Parce que là, nous connaissons les films américains, mais tellement sont doublés en français. نجعل نحشم ديك السن نتشوك لا لونغ c'est-à-dire la langue يسوقها شي نكون نتسولي باسكو لي فيلم كان هذاك كاسيتو كل شونس كو قاعد بوزي لا كيستيون إلى الآن ونجيستي لا كيستيون قبل قد نغلا donc la première question oui, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai jamais dit
que la langue ne contribuait pas à la personnalité culturelle du film. J'ai dit que oui, mais j'ai dit pas que. C'est différent. C'est différent. Donc, fatalement, l'opium et le bâton, les machins et tout, c'est frustrant, précisément. Mais parce qu'il aurait fallu qu'il soit fait en langue kabyle. Ça me paraît naturel. Là, ça ne s'est pas fait dès l'ordinaire, pour toutes les raisons que vous savez, puisque le kabyle n'était pas le bienvenu dans l'officialité des choses. Mais non, je n'ai jamais dit que la langue n'est pas constitutive. Bien entendu que si. Mais je dis pas que. Il ne faut pas croire que parce que tu fais un film en kabyle, automatiquement il est kabyle. Voilà ce que je veux dire. D'accord. Une autre question? C'est un très grand plaisir. Il a beaucoup de possibilités dans les mains, ça c'est meilleur. Donc, Clément Noir, c'est un technicien cinéma. Donc, ça a été un très grand plaisir d'assister à votre conférence, M. Hadjadj. Donc, ma question, est-ce que l'état actuel du cinéma, c'est-à-dire son état actuel, est-ce qu'on peut considérer le dialogue ou le langage comme un élément secondaire par rapport à l'image? Une autre question, est-ce que c'est une exigence pour le réalisateur de transmettre tout son message, son contenu peut-être culturel et tout, uniquement sur l'image, avec peut-être des améliorations avec le dialogue et le langage? Merci beaucoup. Merci, ça a été avec ça. Oui, alors, je n'ai pas dû être clair dans ma conférence. La langue est importante. La langue est importante. J'ai commencé par développer le fait qu'une langue est porteuse de la profondeur culturelle d'une société. Obligatoirement. C'est pas, je vais dire, ça va de soi. Ça va de soi. Une langue, c'est pas seulement un outil de communication, elle est dépositaire des valeurs culturelles de toute une société. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Maintenant, son intervention dans le cinéma. Je dis qu'elle est partie prenante pour déterminer l'identité d'un film. Mais je dis, elle n'est pas la seule et ne doit pas être la seule. Je répète que c'est pas parce qu'on fait un film en langue kabyle qu'automatiquement il est kabyle. D'accord? Je veux dire, on va faire un film, je ne sais pas moi, policier à Alger, je ne sais pas où, etc. Il n'est pas évident que parce qu'il parle kabyle, on va le considérer comme kabyle. Mais par contre, c'est à l'intérieur et de l'histoire et de la mise en scène et tout. On a réussi à injecter des éléments qui, d'emblée, renvoient à la culture kabyle, oui. On peut dire, oui, on peut considérer ce film comme étant kabyle, puisque non seulement il y a la langue, mais en plus la manière avec laquelle cette famille fait ceci, cela, la manière avec laquelle on a raconté cette chose, les codes de narration ici renvoient à la mazérité, etc. Voilà. Merci. الزلف الأول أنصف يسون ثنميرث Monsieur Belkacem Hadjadj. Je suis comédien. Donc, Monsieur Belkacem Hadjadj et Monsieur Yazid Dara, merci pour cette conférence constructive et instructive. On a beaucoup appris avec vous. J'ai eu le privilège et la chance de voir vos films, Machaho et Fama Soumar. C'est des chefs-d'œuvre. Bravo. Inch'Allah, la nouvelle génération va suivre le même chemin. Iwakin, Adimour ou Serouna, le film algérien en général et le film amazigh en particulier. Donc,
le sujet de la conférence d'aujourd'hui, le film Amazir, c'est-à-dire le cinéma n'est pas Amazir. Amazir n'est pas Amazir. Nous connaissons c'est la langue qui véhicule la culture, et non pas le contraire. Donc moi je dirais que la langue joue un rôle prépondérant dans la transmission de la culture d'une société donnée vers l'universel. C'est vrai, des fois, une image, avant l'apparition de la parole dans le cinéma universel, en 1920, il dit que la parole, une image peut transmettre la culture. Donc, ثمورلينو ثمسلايث إلى قتسيلين على خاطر سامازال مقار نكونين تقبايليث mais la route se traduit dans la langue, elle n'est pas connue à l'échelle mondiale. Mais l'anglais c'est une langue universelle. Donc il a pas la chance, il a pas se traduire, ou il a pas se demander et وكين يدرسنا هذه روح en général. Moi, je vais sortir un petit peu du sujet. Avec votre permission, je vais poser une question par rapport à mon expérience. J'ai participé dans certains films où on a vécu dans un film un petit problème. Il y a eu un malentendu hier. Le metteur en scène et le scénariste. Et le metteur en scène, il fait le texte, plutôt le scénariste, il fait le texte. Le scénariste, il a monté le projet. D'accord. Alors, le metteur en scène, c'est Archimir, il fait le texte. Le scénariste, il dit non, c'est mon texte, je dois accompagner le film. Et je vous remercie. Merci pour votre question. Oui, ça c'est c'est souvent le problème classique entre le scénariste et il n'y a pas de solution, il n'y a pas de résolution scientifique à ce genre de choses. Dans la création, de manière générale, il faudrait qu'il y ait une entente. Il faudrait que tous les deux soient sous-tendus par le seul objectif qui est de faire le meilleur film possible. Et donc, dans leur conflit, il doit être résolu par rapport à cela. Si maintenant, malheureusement, l'objectif n'est pas au-dessus d'eux, et que, après, c'est d'autres considérations d'ego, etc., qui entrent en jeu, on est dans une autre dimension. Mais sinon, un scénariste, il est là, à la demande du réalisateur, il doit retoucher son scénario au besoin et tout. Si le réalisateur lui demande, si le réalisateur lui explique, si le réalisateur le convainc que cette transformation est importante pour atteindre l'objectif commun. C'est tout ce que je peux dire de ce point de vue-là. Merci. Monsieur. C'est un honneur d'être ici avec M. Belkacem Hadjadj, qui est donc inspecteur de musique et chercheur en chanson musicale. Donc vous n'allez pas être surpris par ma question, c'est par rapport aux musiques pour film. Donc la musique pour film, elle a une part importante dans un film, l'expression, les émotions, les nuances, etc. On voit à l'étranger, par exemple, dans le cinéma américain, etc., on enlève le texte. Rien qu'en écoutant la musique, on devine le contenu des films, etc., les expressions. Mais chez nous, malheureusement, la plupart des films ont mis une chanson, est-ce qu'il n'est pas temps de parler sur ça, sur les arrangements, sur les compositions musicales pour films, sur des études sur ce volet-là. Merci. Merci à vous. Écoutez, non, votre question est pertinente, mais cette question que vous posez à propos de la musique, elle peut se poser à propos des décors, elle peut se poser à propos des costumes et tout. C'est-à-dire qu'un film, c'est la combinaison de tous les paramètres.
du scénario au dialogue, au décor, à la musique, à l'interprétation et tout. Quand on fait un film, il faudrait à chacun de ces vecteurs l'exploiter au maximum pour le même objectif. C'est-à-dire, si je prends la musique et que je fais un film à Mazir, ben, je vais tout faire pour que la composition musicale porte, elle aussi, des éléments qui renvoient à la culture amazigh. Bien entendu, une musique de film, elle doit être écrite en fonction de la dramaturgie du film, en fonction de soutenir la dramaturgie du film. Mais il faut faire cela sans perdre de vue le fait que cette musique doit être, comment dire, imprégnée de quelque chose qui renvoie à la quabilité. Là se pose un problème un peu particulier pour la musique. On en a longuement discuté, d'abord avec Idir Evlassia Forbik, Macharou, et puis avec Ali Amara et tout pour Fadlan Soumer. C'est que la musique kabyle est une musique qui est restée, malheureusement, en très grande partie traditionnelle. Mis à part les tentatives de Igor Bouchen, par exemple, et les travaux, évidemment, de Yidir depuis et de tous les chanteurs qui ont fait de la musique moderne, la musique kabyle est quand même restée très, comment dire, très imprégnée, je dirais presque très prisonnière de son aspect traditionnel. C'est pas facile, parce que, évidemment, si un compositeur de musique commence à prendre la liberté de partir d'un patrimoine musical donné, en l'occurrence d'un patrimoine musical kabyle, et qu'il essaye de le moderniser, d'abord, souvent il se heurte à des réticences et à des résistances, on dit ne touche pas, il faut pas, etc., etc. Et donc, cette problématique de passer d'un traditionnel, que ce soit d'ailleurs la musique, que ce soit le texte, le verbe, que ce soit les costumes, que ce soit, la même problématique se pose. C'est-à-dire la difficulté de partir d'une chose traditionnelle et d'arriver à quelque chose de moderne, mais en même temps sans avoir vendu son âme au diable. Au contraire, en ayant investi, comment dire, ce travail moderne, que ce soit dans la musique ou dans les autres composantes de fabrication d'un film, en ayant investi de composantes kabyles. C'est une gymnastique qui n'est pas simple. Et donc, quand on l'a fait, il y a effectivement le risque, je ne dirais pas de passer à côté, il y a le risque de ne pas tomber exactement là où il faut. Vous savez, quand on... Voilà, un problème de dosage, un problème de... Dans la création, vous savez, c'est extrêmement complexe. C'est pas comme dans une pharmacie, hein, tu mets 2 gouttes de ça, 3 gouttes de ça, etc. Dans la création, bah, voilà, le créateur se fie un peu à son imaginaire, avec ses émotions, et son ressenti, et il y va. Et donc là, le risque effectivement de ne pas être complètement là où il faut est là. Mais c'est les difficultés, ce sont les difficultés de la création. Voilà. Mais c'est pas parce qu'il y a ces difficultés qu'on ne doit pas tenter. Et c'est là où intervient à ce moment-là la nourriture de l'imaginaire d'un créateur. Je veux dire, un créateur amazigh, par exemple, doit absolument nourrir son imaginaire, et des poésies anciennes, et des chansons anciennes, et des contes anciens, etc. Parce que c'est tout ça qui va, dans son imaginaire, former une espèce de background
qui à chaque fois lui permettrait à sa création voilà, spontanée, inconsciente et tout, d'être bien enraciné. C'est un honneur dans le film international avec M. Ben Mohamed. Vraiment, sur ce sujet, sur le cinéma amazighi, qui n'est pas amazighi par la langue, c'est un monde. Et finalement, c'est-à-dire que qui est en suivant votre conférence, je commence à mettre de tri dans ma tête par rapport aux productions amazighes pour faire beaucoup de productions qui n'ont rien à voir avec ça. C'est. ولا شفت افلام ni les décors, ni l'image, ni rien de la Kabylie, rien de la nationalité. Même que dans le Maghreb, on a un peu partout, et des fois, on voit le film تمازيغ كان دواء c'est-à-dire ما تقول الفيلم مالك تمشى بار بارك تمشى بار سينا سي دي شوز وتفضل ني لي فالور تمازيغ ني لي برينسيپ ني تو سا كي نشوف هذا كاين c'est-à-dire pourquoi attendre par exemple attendre uniquement le festival mais le festival une fois par tous les 5 ans يقيموا ولا شيء une fois par an pour entendre ces conférences dans des sujets qui sont très importants pour la nouvelle génération, qui sont intéressés pour écrire des scénarios pour tout ça. Parce que des maîtres comme Chine, M. Tribach, d'autres, tout ça, on a besoin de vous. C'est-à-dire à longueur d'année, organiser des conférences comme ça, occasionnellement. Mais chacun élément une fois par an, pour profiter de votre savoir et tout ça, et تنمير تنفر. تنمير تكتشيني، هذا نقول ديك الصحيت. لازم. Merci Monsieur Hadjadj pour cette conférence très instructive, comme l'a dit mon collègue. Moi je voulais. Madame Atlam, retraitée de l'enseignement supérieur. Voilà. Alors, moi je voulais, la question que je me pose très souvent, et aujourd'hui plus en votre présence, c'est le doublage. J'ai remarqué que le doublage est très mal fait chez nous. Quand je vois un film turc, je ne suis pas du tout intéressée par les films turcs, hein, je les regarde parce que j'étais intéressée à un moment donné par un travail de doublage, comme je suis un peu dans la linguistique phonétique, articulatoire. Et je remarquais que dans les films turcs, au moment où l'actrice ou l'acteur ouvre la bouche, c'est le moment où, que ce soit en arabe ou en français ou peu importe, c'est ce qu'on appelle une bilabiale. Donc l'actrice ferme la bouche et c'est très dérangeant. Mon collègue a parlé tout à l'heure je prends à titre d'exemple Le Bon, la Brute et le Truand. On oublie que c'est un film américain. On oublie, si ça aurait pas été, n'eussent été les costumes, etc. Et le paysage aussi. Un film italien, Mastroianni, quand le doublage est fait en français, on oublie que c'est un film italien. Chez nous, malheureusement, même dans l'opium et le bâton, on a remarqué qu'à un moment donné, au moment où l'actrice dit c'était dérangeant dans un paysage kabyle, les montagnes kabyles, etc. Donc, moi, je ne suis pas contre le doublage. Il faut la traduction, comme l'a souligné mon collègue de tout à l'heure. Il faut une traduction pour l'ouverture. L'universalité. Il faut cette traduction. En restant dans l'âme kabyle, rien n'empêche, et là je rejoins c'est un film, un mazir. C'est un film qui retrace notre culture, qui comporte notre culture, mais en langue kabyle. Certes, c'est la version originale, puis après, rien n'empêche le doublage. Donc ça sera en version anglaise, en version française. Moi j'aimerais le voir en d'autres versions. C'est un film extraordinaire et j'ai envie de transporter ce pan de l'histoire pour d'autres populations. Voilà,
Donc ma question, qu'est-ce que vous pensez de ça? Le doublage qui devrait être, voilà, tout de suite dans l'horizon proche. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre question. Mais problème du doublage, d'abord, vous avez parfaitement raison de dire que les films doivent être doublés, ça c'est clair. Et c'est là où ce que j'ai dit et le sens de la conférence d'aujourd'hui est important, c'est qu'il faudrait que le film, par ailleurs, porte un maximum de matière, comment dire, qui assoit son identité culturelle pour qu'il soit doublé en japonais, etc., et qu'il ne perde pas son âme. Ça, c'est une première chose. Maintenant, la question que vous posez, c'est un problème technique. Le doublage a ses règles, a ses spécialistes, et coûte de l'argent. Faire le doublage d'un film, il faut d'abord des techniciens, parce qu'il y a une technique, voilà, pour aller très vite. Pour doubler un film, on le met dans l'ordinateur, et puis on a une piste où il y a comment on appelle ça, la langue originale qui doit être transcrite. Transcrite d'abord, écrite, ok? Ensuite, il y a le travail de quelqu'un qu'on appelle le repéreur. Le repéreur, qu'est-ce qu'il fait? Il voit dans la langue originale, même s'il ne la comprend pas, on s'en fout, il voit les peu, les be, les me, un certain nombre de trucs techniques, et il y a des symboles. Bah, je dis n'importe quoi, mais par exemple, le me, c'est un 0, le be, c'est un trait, je sais pas quoi. Hein? Il faut qu'il fasse ce travail fastidieux sur tout le film. D'accord? Et c'est après qu'intervient l'adaptateur, c'est celui qui va faire la traduction de la langue originale dans la langue, quelle qu'elle soit. Et ce monsieur doit être quand même très imprégné, précisément, de sa culture, puisque à chaque fois qu'il doit traduire un mot, il va essayer de trouver les synonymes dans lesquels il y a les symboles qu'il a mis. D'accord? Donc il faut vraiment qu'il connaisse sa langue parfaitement, pour qu'il puisse dire oui, ça on peut traduire par ça, mais ça va pas, ça va pas. Attends, tiens, tel mot, ah oui, voilà. Il suffit que je coïncide le M avec le symbole, etc., etc. Donc c'est du boulot, c'est du travail, c'est des spécialistes, d'accord? Et malheureusement, si vous parlez de chez nous, on n'a pas tout ça. On n'a pas tout ça, on fait du doublage comme ça, un peu à l'emporte-pièce et tout, mais malheureusement, ce n'est pas que dans ce secteur qu'on manque de formation et de spécialistes. Le film n'est pas à mesure que par sa langue. Donc il est aussi à mesure par d'autres éléments culturels relatifs à l'identité. Mon producteur, je fais un film à Ardaya, sur une thématique liée à la société. Je voudrais avoir votre avis, M. Hidjaz, parce que pour moi, vous n'êtes pas que réalisateur ou producteur, vous êtes aussi un académicien du cinéma. Mon film, si je le présente en langue arabe ou en langue française, est-ce qu'il peut participer au festival du film de mesure? Et merci. Merci. Ça, je veux dire, ce n'est plus dans les compétences seulement professionnelles, c'est une autre considération là. Mais c'est un problème réel que vous posez. C'est-à-dire que il y a un problème de réception du film. Hein, d'accord? On fait un film dans une... Pourquoi est-ce que pourquoi dès le départ, je dis qu'un film doit porter son identité, le plus profondément possible dans tous les autres composantes d'un film, autres que la langue.
C'est la première préoccupation. C'est précisément pour cela, pour que, quelle que soit la langue dans laquelle il est doublé, il ne perd pas son identité. Donc, vous avez fait un film à Ardaya, je ne sais pas sur quoi ni comment. Si vous avez pris le soin de vous soucier que ce que vous aviez filmé à Ardaya, je ne sais pas quoi, mais que Ardaya, il faut qu'il porte les signes, les références, les composantes de la culture mozabite, même si vous le mettez dans une autre langue, il n'y a aucun problème, me semble-t-il. Tout ceci dépend évidemment de ce qu'il y a dans le film. C'est exactement ce qu'on dit et le sens de toute la conférence d'aujourd'hui. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de croire qu'un film est amazir uniquement par la langue. Parce qu'après on en a la grande croix, il n'existe plus le film. Parce que le film, il doit circuler. L'objectif d'un film, c'est d'être vu par le maximum de gens, ici ou ailleurs. Et ce qui lui permet cela, c'est précisément le doublage. Et donc il ne faut pas se limiter à la langue, parce que si c'est la langue, vous faites un film kabyle-kabyle au sein de la communauté kabyle, salam alaikum, et on se fait plaisir, d'accord. Mais si on a l'ambition de faire un film, et qu'on veut que ce film soit vu le plus loin possible par le maximum de gens possible, eh ben, il faudrait qu'à l'intérieur du film, il y ait autre chose que la langue. Pour que même s'il lui enlève la langue, eh bien, il transporte avec lui, malgré tout, la culture amazigh. L'autorité de la santé. Donc, j'ai deux points. Le premier point, c'est sur la mondialisation. Qu'est-ce qu'on gagne dans la mondialisation? Qu'est-ce que le cinéma d'expression amazigh gagne dans la mondialisation? Et par là même, je dirais, est-ce qu'on peut rêver de voir nos films, vos films et les films des autres réalisateurs algériens? Est-ce que nous voyons dans des festivals autres que la Maison de la Culture de Tizi Ouzou, comme la mondialisation, il faut que ce soit mondial. Donc, oui, première question. La deuxième question, il y a à peu près 20 ans, 25 ans, c'est de Tizi Ouzou, quelqu'un qui a parlé du personnel féminin dans les comédiens. On voulait avoir des grandes actrices, etc. C'est très difficile et tout. Est-ce que vous continuez toujours de trouver difficilement donc des actrices? Alors la mondialisation, malheureusement, on n'y échappe pas. C'est un rouleau compresseur que rien ne peut arrêter. Et c'est précisément par rapport à cela que pour ne pas disparaître complètement, que pour ne pas perdre son âme, que pour, il y a des efforts que les créateurs et que les hommes de culture comprennent, qu'il y a des efforts à faire dans la création, dans la sphère culturelle amazigh. Il faut faire des efforts, il faut faire, c'est-à-dire, il ne faut pas, comment dire, tomber dans la facilité, gars, là j'ai fait un film, c'est bon, etc. Ça suffit pas, ça y est, on a dépassé ce stade. C'est qu'il faut d'abord faire un film, et faire le meilleur film possible, enfin et la langue, faire le meilleur film possible, parce que ce n'est que ça qui peut permettre à un film de voyager. C'est lorsque, le comité de sélection d'un festival, il voit, je sais pas moi, 1000 films pour sa sélection, il faut qu'il y ait un film qui attire son attention par quelque chose. Nous avons la chance d'avoir une culture qui est encore vivace, qui peut nous offrir des tas d'éléments, des tas de choses, si on y fait attention, si nous-mêmes on essaye de la comprendre, de la connaître, d'aller la voir, etc., elle peut nous offrir des tas de choses
qui feront l'originalité de nos films et qui feront que nos films, quand ils passeront, je sais pas moi, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, il y ait quelque chose qui les intéresse et qui attirerait la curiosité de l'Australien. C'est ça l'important. Comment dire, un film, une création, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle séduise. Et pour séduire, il faut susciter la curiosité de celui qui regarde. Et la curiosité vient quand on voit quelque chose qui nous étonne. Ah, j'ai jamais vu ça. Ah, c'est quoi ça? Donc nous avons la chance d'avoir une culture qui peut précisément offrir de la matière pour cela. Et donc, que les créateurs kabyles, en l'occurrence, ne se précipitent pas à singer des films des autres, ça ne sert à rien, parce que les autres font toujours des films meilleurs que les tiens. Mais par contre, c'est de plonger le plus profondément dans ta culture et d'y trouver des éléments qui vont donner une personnalité originale à ton film et à ton travail. Donc, c'est Mademoiselle Hamon, doctorante à l'Université de Mamre, en audiovisuel. Monsieur Hadjad, vous dites que le cinéma n'est pas amazigh que par la langue. Alors, ne doit pas être. Alors, quelles sont les caractéristiques distinctives du cinéma algérien d'expression amazigh? Et peut-on parler d'un cinéma amazigh ou bien ce sont que des films? Et pour en finir, je me demande si le film existe lorsqu'il n'est pas distribué. Là, vous mettez le doigt sur ce qui fait mal. Alors, oui, d'abord, pour ce qui concerne le film amazigh, le cinéma amazigh, d'abord, entendons-nous bien, en réalité, quand je dis le cinéma amazigh, pour moi, égale cinéma algérien. D'accord? Le cinéma amazigh, c'est le cinéma algérien, en réalité. Parce que le substrat profond de la culture algérienne, c'est la culture amazigh, qu'on le veuille pas. Quand on ne réduit pas la culture amazigh à la langue, bien entendu, et quand on enlève la langue, les Algériens se ressemblent par quoi? Qu'est-ce qui fait qu'un Algérien, il reconnaît quelqu'un, quoi? Dans sa façon de. Or, c'est cela, la culture. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas réduire la culture amazigh à la langue, il ne faut pas réduire le cinéma amazigh à la langue, et du coup, en réalité, depuis le début, j'aurais dû dire cinéma algérien, culture algérienne, parce que son socle, c'est la culture amazigh que partagent tous les Algériens, d'accord? Ils ne partagent plus la même langue, malheureusement, mais le reste continue à être partagé par tous les Algériens. C'est pour cela que donc, je dis qu'il ne faut pas se limiter à une langue pour déterminer l'identité d'un film. C'est tout le reste. C'est tout le reste. Et quand je dis tout le reste, c'est parce que les choses dont je parle, on ne peut pas les formuler, je vais dire, la manière avec laquelle, je sais pas moi, on s'assoit par terre. Eh bien, je vais dire, un Turc ne s'assoit pas comme un Algérien, dans la tradition, j'entends. Hein. Chacun a sa façon de s'asseoir. C'est un exemple. Hein. Et donc, c'est cela, le socle culturel. Et pour nous, cinéastes, qui ne faisons rien d'autre que d'essayer de reproduire le vécu de personnes, le vécu d'une société, mais où allons-nous chercher des repères pour diriger nos comédiens, sinon dans notre culture fondamentale?
Demain, je veux faire un film, moi, qui se passe au XVIe siècle. Ben, je ne sais plus comment les gens étaient au XVIe siècle. Mais en allant voir les restes dans le plus profond des villages kabyles, chez les plus vieux et les plus vieilles et tout, ben, c'est comme cela que j'alimente mon imaginaire. Maintenant, l'autre question, c'était le cinéma, la distribution. Voilà. Bon, là, c'est malheureusement un autre problème. C'est un problème général, d'abord en Algérie, de la culture en Algérie, mais c'est un problème général partout dans le monde. Je disais tout à l'heure, il y a un rouleau compresseur de mondialisation qui veut tout unifier et machin. Et ceci, évidemment, on ne va pas rentrer dans ces considérations parce que ça n'en finira pas. Mais c'est parce qu'il y a une dynamique économique dominante et qui charrie avec elle la culture qui l'intéresse, qui l'arrange et qu'elle veut appliquer à tout le monde pour que son système économique puisse continuer, que tout le monde l'adopte et que tout le monde y soit soumis. D'accord? Et donc, les autres formes, d'abord de production économique et tout, sont des formes de résistance, et en même temps, sur le plan de la culture, il faut faire de la résistance. Devant le rouleau compresseur de ces gens qui ont des moyens. Les moyens, c'est quoi? Avant, il n'y avait que la télévision. Après, il y a eu les télévisions. Et puis maintenant, il y a les télévisions plus les réseaux sociaux. Et ils les occupent parce qu'ils ont les moyens de le faire. Et donc, ils ont des moyens extraordinaires de nous, comment dire, de nous balayer. Et leur meilleure façon de faire, c'est quoi? C'est qu'en montrant de manière permanente leurs valeurs, ce qu'ils sont, ils se valorisent. Et puis un spectateur qui regarde, un spectateur d'un village kabyle, les films français, il ne voit pas la sienne. Et au bout d'un moment, il dit, si la mienne n'est pas là, c'est qu'elle est nulle. Et il va entrer dans un truc inconscient de mépris de soi. Et c'est là une mécanique qui est très grave. D'où donc, il faut faire des efforts malgré tout, de faire vivre, non seulement pour la culture amazigh elle-même, mais pour la diversité culturelle à l'échelle humaine et planétaire. Merci. Donc on a une intervention de notre commissaire du festival, M. Tribesh Smouthikoff. Il y a c'est bon là. Pour qu'une connaissance soit complète, il faut la pratique et la théorie. Mas Belkacem Hadjadj est l'un des rares réalisateurs qui ont ces deux qualités. De par sa grande formation et de par aussi sa pratique, la pratique du cinéma. Et avec Belkacem, on a quand même fait un parcours extraordinaire à la télévision, à l'EMPA. Et concernant le film amazigh, il y a eu quand même des... Là je trouve que c'est l'une des conférences les plus magistrales et les plus utiles qui soient. Et j'espère que ça ne sera pas la première fois. J'espère que vous allez encore la réitérer dans d'autres salles, dans d'autres conférences. Inch'Allah, vraiment c'est très important. À la télévision, il y avait quand même une répression de la langue colonialiste amazigh. Voilà. Et il y a eu les balbutiements, par exemple, avec Mohamed Iftissem, qui a fait les Rameaux de feu de Melk Wali, où le film ne parlait pas
kabyle, mais quand on le voyait, c'était vraiment un film kabyle. Et quand il y a eu l'occasion de faire des films en kabyle, ça a été l'explosion. Par exemple, avec Bouguermouh, précurseur de film Mazir, avec toi, Belkhassim. On ne peut rien dire à Bouguermouh, parce que c'est vraiment un maestro. Et il m'avait donné le scénario de la colline oubliée. Je ne pouvais pas donner un avis parce que, tu vois, Bouguermouh te regarde comme ça, on ne sait pas ce qu'il pense, ce qu'il va changer. Mais moi, à l'époque, c'est vrai que ceux qui faisaient les films kabyles, c'était d'abord la langue, c'était d'abord le besoin de s'exprimer en kabyle. Tu vois? Et tu as utilisé un terme, le terme juste, le terme dialogue boursouflé. C'est vrai. C'est-à-dire parce qu'il y a toute cette répression, tout ce besoin de s'exprimer en kabyle ou en tamazight. Tu vois, donc, alors, on donne beaucoup plus priorité à la langue, au dialogue. Et malheureusement, c'est vrai que ça donne des dialogues surchargés, ça ne donne pas des dialogues vraiment cinématographiques. Voilà. Mais là maintenant, ma question, pour faire court, est-ce que depuis que Tamazight est officiel, est-ce que les choses vont s'apaiser et que les dialogues en Tamazight seront comme tous les dialogues des autres films? Voilà. Voilà ma question pour faire court. Et je vous remercie pour cette conférence magistrale. Merci, Chef Ahmad, merci pour votre intervention. Eh bien, je vais vous dire, paradoxalement, nous, à notre époque, comme l'a rappelé notre grand Tribuche, on était dans l'attente. Je me souviens des années 80, avec Asdine Dour, avec machin et tout. On était dans l'attente de la possibilité de faire des choses kabyles, c'était pas évident. Et donc, en fait, dès qu'il y a eu les événements de 88, et qu'il y a eu cette espèce de déstabilisation du pouvoir, qui a commencé à faire des ouvertures, nous on s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Il faut qu'on profite de cette ouverture. Par exemple, pour laquelle, immédiatement, on s'est engouffré dans la brèche, et on a pu faire des films. C'est important. Et donc, il y avait une rage chez nous, qui est une rage de liberté, hein, pas une rage régionaliste, une rage de liberté. Ah ben merde, alors on a envie de faire un film en kabyle, pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire? D'accord? J'ai envie de parler de tel sujet, pourquoi je ne peux pas le faire? Parce que nous, on a eu à la télévision, on a eu des films censurés, on a eu des films qui ont été refusés par la commission de lecture de l'époque. On a même des films qui ont été faits qui... voilà. La série La Clé épileptique, c'est une série qu'on avait fait dans un moment, on est entré dans une brèche, et c'était des films d'abord bien faits, de manière générale, et puis qui étaient quand même... voilà, qui posaient des problèmes. Eh bien, ces films sont passés une fois à la télé, hop, après, sous le poisson. Ceci pour dire qu'à l'époque, il y avait cette rage donc de vouloir d'eux. Et il se trouve que paradoxalement, maintenant qu'on peut le faire, on dirait que les gens, voilà, ça ne les, je sais plus, ça les intéresse plus, au Snami. Mais je crois que c'est parce que il y a, c'est ce que je n'ai pas cessé de dire depuis le début. Le problème n'est pas qu'un problème de langue, le problème est un problème de culture. D'accord? C'est-à-dire que quand on est imprégné
de la nécessité, pas obligatoirement de la nécessité militante, de la nécessité culturelle, d'accord, de faire vivre une culture régionale. Quand on n'est pas imprégné de cela, on ne comprend pas. Et comme il est difficile de faire des films de manière générale, et que faire un film en langue amazigh et tout, c'est des complications supplémentaires, eh bien souvent, les cinéastes disent « Attends, déjà, c'est déjà compliqué de faire un film, mais là, on a les complications et de la langue et tout, je vais faire la langue, voilà. » Donc, c'est pour ça que je dis il faut être imprégné de la nécessité de faire vivre une culture, et il faut avoir la vision au-delà de sa région, que faire vivre la culture amazigh ici, la faire vivre à Ardea, la faire vivre dans les Aurès, c'est faire vivre la culture algérienne. Encore une fois, parce que on doit se dire que dans mon film, il ne faudrait pas que ce film soit Cheoui par la langue, il ne faudrait pas qu'il soit mozambique par la langue, mais il faudrait qu'il y ait tout ce qu'il y a dedans, dans la culture. Et ce faisant, je vais redonner au public algérien large de la culture mozambique, de la culture kabyle, de la culture cheoui. Voilà. Très bien. Donc, on va clôturer avec une dernière question. C'est passionnant, mais le temps appartient à Désolé, merci. Donc Rachid Hadid, comédien, et c'est la faute à M. Hadjadj. Grâce à M. Hadjadj. Donc ma question sort un peu du sujet d'aujourd'hui. Voilà, on n'avait pas de salle, on n'a pas beaucoup de salles en Algérie. À Tizi Ouzou, maintenant, on dispose au moins de 3 très très belles salles. Quand est-ce qu'on verra le dernier nouveau-né de M. Hadjadj, la berceuse rouge, à Tizi Ouzou? Merci. Là, vous posez le problème d'abord de la distribution de manière large, qui malheureusement n'est pas bien assuré en Algérie. Il n'y a pas que ça qui n'est pas bien assuré. Beaucoup de choses, malheureusement, dans le secteur de la culture, voilà. On dirait, je dis bien on dirait, parce que le pouvoir et la culture, il y a un problème quelque part. C'est connu que les pouvoirs, de manière générale, quels qu'ils soient, redoutent la culture. Parce que dans la culture, il y a tellement de façons d'exprimer des choses qu'il est difficile de contrôler la culture. Et la meilleure manière de la contrôler, c'est de la limiter ou de l'empêcher. Malheureusement. Bien. Mais ce faisant, les dirigeants du pays qui font cela ne se rendent pas compte qu'ils sont mal à eux-mêmes. Mais parce que, encore une fois, si je prends le cinéma, mais il n'y a pas meilleur ambassadeur pour un pays que son cinéma. L'exemple de l'Amérique l'a amplement bien montré, puisque c'est par son cinéma. Il n'a pas, ce n'est que ces dernières années qu'il envoie ses armées, mais avant qu'il n'envoie ses armées, les Américains, son arme fatale, c'était son cinéma. Donc c'est important cela. Et donc il faudrait que nos dirigeants comprennent que même si, quand on fait des films, ça les chatouille un peu, etc., bon, c'est dire, on trace une ligne rouge. Voilà, il y a des choses qui risquent vraiment de déstabiliser le pouvoir, on n'ira pas jusque-là. Mais à l'intérieur, mais laisse-moi critiquer ma société. Parce que je t'aide à faire évoluer cette société, à faire avancer cette société. Il faudrait que les dirigeants comprennent cela. D'abord, de l'importance de la culture et de la dynamique culturelle dans une société, parce que ça la fait avancer, et deuxièmement, pour qu'à l'international, quand on produit de belles œuvres, encore une fois, il n'y a pas meilleur ambassadeur que cela. Vous savez, vous allez à Paris,
ou dans n'importe quelle grande capitale, il y a un grand film, tu as déjà eu 2-3 prix dans des festivals, qui est connu, les gens viennent le voir, en général l'ambassadeur vient, l'ambassadeur, les gens ne le connaissent pas, et à la limite, quand il parle, c'est par politesse qu'il l'écoute. Ceci pour dire qu'un film, il est plus ambassadeur que l'ambassadeur lui-même. Donc, sur ce, je vais demander un dernier mot à M. Hadjadj. Dernier mot, ce que je dois vous dire, c'est qu'il faut multiplier ce genre de rencontres, c'est-à-dire que que les gens que cela intéresse, mais qui se mettent en association ou en groupe ou que sais-je, c'est pas compliqué d'inviter quelqu'un et d'avoir une salle et de papoter comme on le fait. Il suffit de le vouloir et que des énergies se mettent ensemble pour organiser ce genre de choses. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour votre conférence, projection.